Matinal Tocsin, 8h-10h, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Philippe Fabry. Il est important aussi de prendre ce recul, de regarder non seulement ce qui se passe aujourd'hui sur le temps court, mais évidemment de comprendre dans quel schéma nous nous inscrivons sur le temps long. Et c'est pour ça que je me tourne vers Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, théoricien de l'histoire, auteur de nombreux ouvrages, je vais en citer quelques-uns. Le président absolu, la Ve République contre la démocratie, aux éditions Scripta Manent. Et puis Les impérialistes revanchards, Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres, toujours aux éditions Scripta Manent. Alors, d'ailleurs, je précise, vous avez aussi publié hier une vidéo d'analyse des élections législatives. Euh, je crois que c'était le titre Législative Le Pourrissement sur votre Ah, chaîne qui porte votre nom, Philippe Fabry, sur votre c'est chaîne ça, tout à fait. YouTube. Nous allons parler de ce pourrissement ensemble et de cette période dans laquelle nous nous inscrivons. Finalement, ça fait depuis bien longtemps, vous, que vous décrivez eh bien, comment dire, une Ve République et une prise de pouvoir autoritaire et finalement la direction de la chute de cette Ve République vers laquelle vous aviez déjà décrit en fait finalement notre amorcement. Aujourd'hui, où en sommes-nous à votre avis? Alors, je pense que ça se rapproche. Clairement, il y a deux choses, je pense, qui sont importantes en sortie de cette élection. D'abord, il y a, alors, c'est évoqué le retour en force du Parlement. Je dirais oui et non. Oui, dans le sens où le président n'a plus de majorité claire dedans. Il faudra voir, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois, selon la structuration, comme a dit Emmanuel Macron, réelle de ce Parlement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recompositions? Est-ce que le nouveau Front populaire va éclater, etc. Il faudra voir quelle sera la force effective de ce Parlement. Il n'est pas impossible que le Parlement ait une puissance relative dans les institutions actuelles qui soit finalement affaiblie, justement parce qu'il n'y a pas de majorité à opposer. Ah On oui. aurait été clairement dans un retour du Parlement s'il y avait une majorité parlementaire et une cohabitation qui s'était imposée à Emmanuel Macron. À partir du moment où il y a un Parlement éclaté qui aura du mal à avoir une majorité qui soit vraiment légitime, c'est-à-dire qui donne le sentiment d'être assise sur quelque chose, il n'est pas impossible que la puissance d'Emmanuel Macron soit paradoxalement renforcée, Hmm. même si le pays est rendu un peu ingouvernable. Donc vous Donc, contrez finalement l'image par cela d'un retour à la Quatrième République, par exemple. alors, il y a, voilà, c'est-à-dire que alors, le côté retour à la Quatrième République, il risque d'arriver parce que, comme il n'y a plus de majorité évidente, il n'est pas impossible qu'on se retrouve face à une situation d'instabilité gouvernementale qui était celle dont les institutions étaient censées nous avoir sortis. Donc Oui. ça, voilà, ça c'est le premier problème. Et un deuxième problème qui va apparaître, je pense maintenant, et qui va commencer à être discuté, c'est le problème du scrutin. Parce qu'il faut se rendre compte que le Oui. scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ce qui permet le résultat d'hier, qui est quand même en assez forte opposition avec ce qu'on aurait en matière proportionnelle. Hein. Si on avait un Bien sûr. système proportionnel, le Rassemblement national, vu les résultats du premier tour, aurait dû avoir autour de 200 députés. Vu ceux du second tour, il aurait dû approcher de la majorité à lui tout seul. Donc ça risque de poser question parce que c'est l'autre jambe sur laquelle s'appuie finalement ce système français que je désigne comme structurellement autoritaire dans le sens où il permet de gouverner pendant longtemps sans avoir véritablement de majorité dans l'opinion. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Quand on regarde en Europe, la majorité des pays ont un scrutin proportionnel. Certains pays ont un scrutin mixte, mais la France est le seul pays à avoir ce système de scrutin majoritaire à deux tours. Ouais, et ce que vous appelez finalement autoritaire, c'est aussi peut-être la mise en place d'un pouvoir on va dire, élitaire qui n'a plus besoin de consulter le peuple et qui, comme vous l'avez dit, finalement, même s'il y a des secousses, et on le voit bien ici avec quand même ces élections et la montée malgré tout des sièges du Rassemblement national, résiste beaucoup plus à une vague, ici bleu marine, ça pourrait être autre chose, mais une vague populiste euh, telle qu'elle aurait pu être si on était en proportionnel. Oui, alors en plus, si vous voulez, le problème malgré tout, c'est que il est presque comme un fantôme dans cette élection parce qu'il a refusé de s'exprimer hier soir. Mais Oui, Emmanuel Macron, il faut se souvenir de quelle est sa position sur le Parlement. Emmanuel Macron a toujours considéré que le Parlement était une espèce d'obstacle à son pouvoir, encore plus bien sûr depuis 2 ans qu'il n'avait plus de majorité. Et donc son histoire de grenade dégoupillée, en fait, ça a été d'une certaine manière, il peut s'estimer victorieux ce soir dans le sens où il peut penser avoir neutralisé le Parlement. C'est-à-dire que maintenant, il est tout seul, lui, face à un Parlement qui est désuni. mmh, Et ça peut être une occasion pour lui d'essayer de renforcer encore, je disais, son pouvoir personnel. Il sera ouais, peut-être capable de faire moins de choses, mais de faire plus de choses tout seul.
Et à mon avis, c'est ça qui va faire qu'en fait le régime va continuer à évoluer dans le sens de ses travers, c'est-à-dire celui d'une concentration du pouvoir dans le président de la République, parce que à l'heure actuelle, encore une fois, je ne vois pas de majorité qui puisse s'opposer efficacement à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quel que soit le camp choisi, si c'est plutôt au centre, ben, ça sera des gens qui iront malgré tout plutôt dans son sens et qui ne s'opposeront pas à lui. Et le nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête en nombre de sièges, mais c'est vraiment très court, hein. Mmh. Hier, les projections donnaient vers 200, là on est plutôt autour de 180. Ouais. Donc c'est encore plus faible que la majorité, c'est 50% plus faible pratiquement que la majorité relative qu'avait Renaissance dans la précédente législature. Il n'y a absolument pas les moyens ni de gouverner, ni même simplement de faire une opposition efficace à Emmanuel Macron. Oui. Alors, je voudrais voir quand même, justement, vous dites Emmanuel Macron, a priori, va pouvoir concentrer de plus en plus de pouvoir entre ses mains. Vous pensez à quoi? Vers quel type de dérive peut-on continuer d'aller? Et est-ce que vous avez cru à l'utilisation de l'article 16, notamment des pleins pouvoirs? Alors déjà, l'article 16, ce n'est pas les pleins pouvoirs, ce sont des pouvoirs exceptionnels. Oui, C'est encore plus flou que ça. Euh, non, alors j'y crois pas à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça ne sera pas possible. Il faudra voir comment la situation évoluera ou éventuellement dégénérera, en particulier sur la question des capacités de vote budgétaire, ce qui va être le gros problème d'ici la fin de l'année. Mais au-delà de cette évolution-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir un Emmanuel Macron qui aura pratiquement l'impression d'être seul maître à bord pour tout ce qui est politique étrangère, en particulier pour tout ce qui est politique au Conseil européen, c'est-à-dire à l'Europe, en matière de désignation des commissaires notamment. C'est-à-dire il va pouvoir agir totalement tout seul et sans mandat, alors que justement le résultat des élections européennes, ça a été quand même une poussée de la droite très importante, qui pourra totalement ignorer. Ça, c'est quand même un problème. Et il pourra l'ignorer parce qu'en interne à l'Assemblée législative, il a réussi d'une certaine manière à annuler la dynamique des élections européennes par le mode de scrutin. Le mode de scrutin, ça aussi, il faut se rendre compte à quel point ça fait partie vous savez, des manipulations. Emmanuel Macron aura systématiquement utilisé tous les ressorts qui étaient laissés dans la Constitution pour maximiser son pouvoir ou minimiser le pouvoir des autres. oui, Et en fait, avec cette dissolution, il a réussi à remplacer le scrutin proportionnel, qui était le scrutin proportionnel qui s'applique aux européennes, parce que c'est la règle pour tout le monde, oui. par le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui a donné le résultat qu'on a vu hier soir. Donc c'est là encore un moyen de casser un résultat démocratique. Et donc dans ce sens-là, il est dans une position moins défavorable qu'il n'aurait été. Cette clarification, en fait, c'est une clarification dans le flou et qui, à mon sens, profite à celui qui peut expliquer qu'il a toujours les pouvoirs qu'il a en vertu de la Constitution. Oui. Alors, quels sont les autres leviers? Vous avez dit, en fait, il n'a de cesse d'utiliser tous les leviers qui lui permettent de maximiser ses pouvoirs. Alors, vous avez parlé évidemment là, et on est en plein dedans, du remplacement. Je ne vais pas parler de grand remplacement, des législatives par les proportionnelles. Mais si on regarde un peu les autres leviers qu'il a déjà utilisés, quels sont-ils? Ben alors, le problème là maintenant, ça va être pour lui, je pense, malgré tout, d'essayer de retrouver une sorte de courroie de transmission au Parlement. Et donc le principal levier qu'il aura, ça va être le choix du Premier ministre. Il peut, avec ça, soit créer du désordre, c'est-à-dire en proposant, par exemple, un candidat du NFP qui ne serait inadmissible par les autres. Il peut tenter des manœuvres pour faire exploser le NFP, pour essayer de se refaire une majorité qui ne serait pas une majorité de soutien véritablement, mais qui Oui, ne serait pas dangereuse pour lui, tout en lui permettant de faire passer des choses. Ce qui était un petit peu le cas pendant les 2 dernières années, ça sera encore plus compliqué, mais c'est faisable. Et donc, il peut, par exemple, décider de nommer un Premier ministre qui serait issu du Parti socialiste ou de la partie la plus modérée du nouveau Front populaire pour provoquer Glucksmann, l'éclatement. Hollande. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour faire une majorité, je pense que ça a déjà été dit, pour faire une majorité aujourd'hui, il lui faudrait à la fois avoir ses députés ensemble, LR et le NFP jusqu'au PS. Ça paraît compliqué de mettre les Républicains et le PS dans la même coalition, mais c'est probablement au cœur du logiciel intellectuel d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce qui se fait à l'Europe. Hmm. Les majorités de gouvernement au Parlement européen, depuis des années, ce sont des majorités qui vont des sociodémocrates, Oui. donc la gauche modérée,
au PPE, c'est-à-dire l'équivalent des Républicains. Tout à fait. Voilà. Et donc, il est vraisemblable en fait qu'ils cherchent, quand on voit le découpage détaillé, c'est-à-dire pas NFP, pas par bloc, mais par parti, quand on voit le découpage par parti de l'Assemblée nationale, à mon avis, tout poussera Emmanuel Macron à essayer, en miroir de ce qui se fait à l'Europe, de trouver une espèce de majorité de coalition comme ça au Parlement. Probablement que ça va prendre quelques semaines avant ça, parce que je vois mal le PS, ELV, etc., accepter d'entrer dans une forme de coalition comme ça avant qu'il y ait eu une forme d'échec acté du nouveau Front populaire. Ça ferait un peu trop trahison de leur électorat, etc. Donc, à mon avis, ils vont tenter quelque chose, et une fois qu'ils auront suffisamment tenté pour estimer que ça les excuse de tenter autre chose, éventuellement, Ah, donc il sera ça veut possible dire, de... à votre avis, qu'on va avoir un premier nom de premier. Alors, parce qu'il y a eu plusieurs informations hier, notamment quand même Gabriel Attal qui a remis sa démission, on a pu l'entendre, mais qui a également dit: je ne partirai pas, puisque j'ai le poids de la responsabilité des JO sur les épaules, je ne partirai pas, il faut que j'assume ce poids-là. Donc, il ne va pas partir immédiatement, en tout cas, Gabriel Attal pour le moment. Euh, donc, on voit bien de toute façon Emmanuel Macron joue un peu avec le temps. Euh, et donc, vous pensez que vous, dans ce sens-là, il va y avoir euh, un premier temps où on va faire croire, en tout cas au nouveau Front populaire, qu'il va y avoir un candidat, comment dire, plus radical de gauche, enfin un Premier ministre plus radical de gauche, et puis ça risque de se retourner ensuite vers quelqu'un qui irait plus vers le bloc macroniste. À mon avis, il va se passer quelque chose comme ça, ne serait-ce que parce que je pense que Emmanuel Macron préférera attendre que le nouveau Front populaire lui propose son candidat, ce qui est... J'entendais Olivier Faure ce matin qui expliquait que c'est ce qu'ils allaient préparer là d'ici la fin de la semaine. Ils veulent pouvoir proposer un candidat euh, pour que Emmanuel Macron soit l'accepte, soit le refuse, et qu'ensuite on verra ce que ça donne. Donc clairement, pour moi, c'est pas cette semaine que ça va déjà se régler. J'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron voulait se donner en gros jusqu'au 18 juillet, c'est-à-dire Oui. juste avant le début des JO, Oui, et a pour priori, on sait désigner le tous nouveau que Premier qu'on ne ministre. veut pas de trop de bouleversements pendant les JO pour assurer la sécurité de tous. Enfin, c'est ce qui est dit. Voilà, Oui. vraisemblablement. Mais il faut s'en rendre compte aussi que ça risque de poser problème, parce que si jamais il y a un échec à nommer un gouvernement de nouveau Front populaire et qu'il y a autre chose qui est trouvé comme solution juste avant les JO, ça risque d'agiter un certain nombre de personnes à gauche qui ont le sentiment d'avoir gagné. Même si ça peut être discutable au niveau des chiffres, parce que je pense que ça Hmm. a été déjà dit aussi, mais d'après les projections que j'ai vues, LFI n'a pas gagné de siège, voire même en aurait perdu un. Ouais. Je ne sais pas si c'est celui de François Ruffin, mais qui a dit qu'il partait. Mais clairement, les dynamiques, le problème, c'est qu'on est encore dans l'émotion, j'ai envie de dire, de l'élection d'hier soir. C'est-à-dire qu'on juge encore beaucoup les résultats à l'aune de ce qu'on attendait, ce qu'on s'attendait à voir. Oui. Et pas tellement à l'aune des progressions réelles qui, là, effectivement, sont un peu différentes. Parce que la réalité, c'est qu'on a un camp macroniste qui se contracte très sérieusement, une gauche qui progresse légèrement, et un Rassemblement national qui a progressé fortement. Oui, parce que C'est si ça on les regarde dynamiques. par rapport à 2022, le RN tout seul fait plus 58%. LFI est stable, ou peut-être pas perdu un siège en effet. LR est stable, ce qui est déjà une grande première. Et le PS, lui, a fait plus 109%. Donc en effet, on n'est pas du tout sur ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, ces scénarios de ce qui peut se passer. Vous disiez finalement, juste avant les JO, on aura peut-être le nom d'un Premier ministre qui ne représenterait pas forcément le nouveau Front populaire tel qu'il est composé aujourd'hui, c'est-à-dire à forte dominante quand même à LFI. Sauf qu'on va arriver justement juste avant les JO. C'est là où je me demande si finalement tout ça n'a pas été très bien McKinseyisé, très bien pensé à l'avance de manière stratégique, bon, cynique mais stratégique, et de se dire: ah bah zut, c'est les JO, on ne peut pas faire autrement que d'être dans la continuation de notre gouvernement d'avant, puisque sinon c'est mettre en danger la France. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un argument et un des leviers finalement d'Emmanuel Macron? Alors, c'est possible. Bon, malgré tout, les JO, ça va pas durer des années. Non. Ça va durer quelques semaines, dans un moment où, de toute façon, en général, les gens sont en vacances. Donc, c'est vraiment ce sera, c'est possible, mais c'est assez mesquin comme délai si c'est ça qui est espéré. De toute façon, ce qui est très important, et comme d'habitude, ce sera la rentrée. Oui. Une rentrée qui sera marquée par de nombreux problèmes, et en particulier celui de trouver un budget. Parce qu'il faut quand même pas oublier que en arrière-plan de tout ça, la principale crise qui affecte la Ve République, c'est une crise financière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent.
qu'Emmanuel Macron, il ne faut pas l'oublier, a dissous pour prévenir la motion de censure qui était annoncée de la part des Républicains à l'automne et qui aurait probablement de toute façon conduit à la même chose, c'est-à-dire à une nécessité de dissolution. Donc il a essayé de prendre les devants comme ça, mais les problèmes qui justifiaient cette motion de censure n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de trouver un budget, et la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire adopter un budget par cette Assemblée qui paraît incapable de le voter. La seule possibilité, ça paraît encore une fois, être de trouver une espèce de consensus de LR au Parti Socialiste, voire à EELV. Il faudrait que je voie les chiffres détaillés pour Mm. voir s'ils peuvent faire 100 ou s'il en faut une partie pour arriver à éventuellement trouver un budget, sachant que ce budget, nécessairement, ce serait un budget qui devrait voir une réduction de dépenses, puisque ça avait été annoncé. On a déjà dû trouver 20 milliards cette année pour combler le déficit. On est déjà sous procédure, ça a déjà été annoncé, de déficit excessif par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment le problème auquel il va falloir se confronter à l'automne, et qui fait que véritablement, il y a une menace sur la stabilité du régime. Je maintiens ça parce que ça n'aurait pas été le cas si on n'était pas, on pourrait ainsi dire, au bord de la ruine, parce qu'on peut toujours survivre sans gouvernement ou avoir des disputes politiciennes tant qu'il y a de l'argent et que ça n'empêche pas de faire tourner les affaires. Oui. À partir du moment où il faut faire des choix assez drastiques au plan économique, dans une situation où personne n'est d'accord, il faut bien se rendre compte que cette élection, elle nous a mis face à un problème qui, selon moi, est assez net et qui est assez peu souligné. Vous savez, souvent, les hommes politiques, depuis 2 semaines, ont eu tendance à dire on voit clairement que la problématique pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui. Bon, le pouvoir d'achat, de toute façon, c'est toujours la problématique pour tout le monde, hein. Tout le monde veut toujours gagner plus d'argent. Mais la réalité, c'est que, donc on dit, il faut faire une réponse à cette préoccupation des Français. Le problème, c'est que le pouvoir d'achat, ce n'est pas une préoccupation des Français. C'est la préoccupation de 3 catégories différentes de Français et qui ont donné ce résultat divisé en 3. C'est-à-dire que le vote Rassemblement national et droite en général, c'est le vote des actifs, et on va dire des actifs essentiels. C'est-à-dire Mm. ceux qui font véritablement tourner le pays, les ouvriers, les employés, Les les patrons de entrepreneurs. petites Oui. entreprises, les commerçants, etc. Euh, Par agrégat, bien sûr, il y a aussi des gens qui votent à gauche là-dedans, mais majoritairement, ce sont des gens, les chiffres sont parus il y a 10 jours, Oui, très oui. clairement, le RN est le parti des actifs. Ça, c'est le parti des actifs. Au centre, on sait qu'habituellement, l'électorat Emmanuel Macron, c'est plutôt c'est les retraités. Et à gauche, c'est essentiellement, alors je ne veux pas être méprisant en disant les inactifs, mais enfin, il y a une bonne partie des inactifs et une bonne partie de gens dont le rôle économique n'est pas tellement porteur, on va dire, dans la structure économique du pays. C'est-à-dire que ce soit Les l'enseignement, fonctionnaires, oui. que ce soit les fonctionnaires, que ce soit Même les milieux s'ils de la sont en perte de culture. vitesse, hein, on l'avait Voilà, ils vu aussi. sont en Ouais. perte de vitesse, mais voilà, c'est pas la cariatide économique, quoi. Mm. C'est pas eux Mm. qui tiennent le système sur leurs épaules. Et donc, c'est un problème d'avoir un gouvernement qui ne répond pas aux attentes des actifs durablement. Ça paraît parce que c'est quand même eux qui payent. Et surtout, ça veut dire qu'on a 3 blocs qui chacun veulent le pouvoir d'achat pour une catégorie différente. C'est pas pareil de vouloir le pouvoir d'achat pour les actifs, où il s'agit de leur laisser leur argent pour qu'ils le dépensent comme ils veulent et de le laisser le gagner. Oui. Le pouvoir d'achat pour les retraités qui veulent qu'on leur paye toujours leur retraite, et le pouvoir d'achat pour les inactifs ou les secteurs qui vivent un petit peu du travail des actifs, qui demandent qu'on continue à prendre le travail des actifs. Ah Donc, oui, c'est c'est vraiment, intéressant. Ouais. ce sont des intérêts qui sont totalement contradictoires C'est au toujours plan le même économique. mot, toujours la même formule, mais en fait, ça ne Voilà, signifie mais pas du c'est tout la pas même du tout la chose. même chose. Et Ouais. au contraire, ça désigne. En fait, sous ce vocable pouvoir d'achat, on dissimule ce qui est probablement la principale fracture aujourd'hui du pays, qui est la question de savoir qui paye pour qui. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est très très intéressant. Alors justement, allons-y. Vers quoi nous dirigeons-nous aujourd'hui? Vous parlez de pourrissement. Vous pensez que justement il y aura un ras-le-bol peut-être, une révolte de ces actifs qui ne sont jamais écoutés? Alors, je pense que oui. Alors, après, le problème des actifs, c'est qu'en général, ils sont occupés. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils sont occupés Ils sont fatigués. à travailler, à payer leurs impôts et à élever leurs enfants. Et donc, ils ne bougent pas. On les a vus bouger très rarement. C'était le cas dans on va dire, la première partie du mouvement des Gilets jaunes, où c'était ça. C'était la France périphérique, la France qui travaille. Enfin, c'est la France qui vote RN aujourd'hui, hein, en fait, tout simplement Mm. qui s'était levé essentiellement. Le mouvement s'est un peu changé quand il était arrivé dans les villes, mais le canal historique, on va dire, c'était Ouais. celui-là. Donc il peut y avoir un retour il peut y avoir un retour de ça, un retour de gilets jaunes. Il risque d'y avoir d'autant plus de problèmes si la voie décidée pour maintenir
maintenir les finances publiques, c'est d'augmenter les impôts. Parce que quand on augmente les impôts, ben, on augmente les impôts de ceux qui travaillent, Oui. par définition, parce que c'est ceux qui peuvent les payer. Donc effectivement, ça va être extrêmement compliqué. Il va y avoir un problème aussi qui est que vraisemblablement, je pense que le gouvernement, encore une fois, d'Emmanuel Macron va être de plus en plus autoritaire. Il prendra un certain nombre de décisions. On attend de voir lesquelles, ça dépendra aussi des circonstances, mais qui seront sans doute, euh, de son point de vue et dans une perspective de maintien de la fonction présidentielle, ce qu'il a fait encore une fois avec cette dissolution. C'est-à-dire qu'il essaiera Emmanuel Macron va continuellement saboter toutes les tentatives de créer une majorité qui lui est hostile au Parlement, et il va soutenir l'avènement d'une majorité par Divisé, laquelle enfin il pourrait faire passer ses relative. projets, Ouais. mais qui, pour le coup, est totalement contraire à ce qui est sorti des urnes, hein, parce Mhm. que malgré tout, si on prend l'essentiel du vote, on va dire considéré qu'il est protestataire ou hostile à Macron, en additionnant le nouveau Front populaire et le Rassemblement national au premier tour, on est sur 60-65% des gens qui ne voulaient plus de ce gouvernement du Oui, mais centre. donc on voit bien là, c'est la question que je vous posais. Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers une révolte, finalement, une vraie révolte d'une population qui ne se sent plus représentée dans son vote? Alors je pense qu'on va avoir clairement des révoltes de ça. C'est la suite aussi de ce que je viens de dire sur le problème des trois blocs et leurs intérêts profonds. C'est que, alors je vois plus une gauche capable de descendre dans la rue. J'ai l'impression que la dynamique qu'a enclenché Jean-Luc Mélenchon est plutôt d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est dans une manœuvre très offensive, hein, des restes de léninisme, je pense qu'il a, c'est-à-dire aller dans la radicalisation, aller plus fort, et jusqu'ici, ça lui a relativement profité, puisqu'il a médiatiquement en tout cas une dynamique. Oui. Et donc, on peut avoir une multiplication des troubles ajoutés dans la rue, des pressions par la rue pour essayer de pousser à la nomination d'un gouvernement de gauche. Il ne faut pas oublier aussi que hein, ça fait partie de l'imaginaire du Front populaire, justement. Il ne faut pas oublier que le Front populaire, ce sont aussi les grèves générales qui ont aussitôt suivi les élections pour pousser à l'action. Donc, il peut y avoir des tentatives aussi dans ce sens-là, peut-être des mouvements ou avec des collusions avec un certain nombre de syndicats qui ont eux-mêmes appelé à faire barrage et finalement soutenu le nouveau Front populaire. Je pense notamment à la CGT. Il risque d'avoir des troubles sociaux Mais de ce en genre-là. quoi ces troubles peuvent éventuellement amener à une nouveauté ou un changement de paradigme? Est-ce que vous pensez qu'on va aller vers la fin de la Cinquième République? Alors oui, je le pense toujours. C'est très difficile d'imaginer le scénario exact, mais ça peut passer par une confrontation finale qui aurait lieu malgré tout entre le Parlement et Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien se rendre compte que là, on est au lendemain de l'élection. Il n'y a pas encore de majorité, encore une fois. Mais il est vraisemblable qu'Emmanuel Macron, personnellement, a perdu la fidélité d'un bon nombre Oui. des gens de sa propre majorité, d'ensemble, qui auront l'impression plus d'avoir été réélus contre lui que grâce à lui. Et donc, on va avoir une évolution, un pourrissement, je dis, sur l'année où il ne peut pas y avoir de dissolution. Il n'est pas impossible qu'on ait des recompositions importantes qui se fassent. On a d'ores et déjà Gérald Darmanin, par exemple, qui pense à sa propre carrière et qui a appelé à gouverner à droite. Gouverner à droite en Tout s'alliant à avec le fait. Rassemblement national, ça paraît curieux aujourd'hui, mais il peut y avoir la volonté de faire un certain nombre de textes relativement droitiers en se disant que même sans s'allier avec le RN, on les fera voter par le RN, comme ça Mmh. avait été le cas avec la loi immigration déjà il y a 6 mois. Et donc on peut avoir comme ça une tension qui montera. Et je pense qu'en plus, Emmanuel Macron sera tenté d'avoir des manœuvres encore de pouvoir personnel qui provoqueront probablement l'hostilité à la fois de la population et du Parlement. En fait, ce que vous dites, c'est que pour qu'on arrive à un renversement de la Cinquième République telle qu'elle est aujourd'hui, et donc renversement d'Emmanuel Macron, il faut non seulement que le peuple souhaite le renverser, mais ça c'est déjà le cas, mais qu'une forme d'élite politicienne participe à ce jeu. C'est ce que vous Ah, nous de dites. toute façon, oui. C'est-à-dire ce genre de chute de régime, ça arrive quand l'Assemblée décide de l'emporter sur l'exécutif, qui Mmh. est hégémonique. On est encore dans une situation d'exécutif hégémonique de la part d'Emmanuel Macron. Ça aurait été beaucoup plus évident, le scénario était plus évident dans le cadre d'une nouvelle cohabitation, là qui aurait amené immédiatement une crise institutionnelle. On a une autre crise institutionnelle, mais qui est d'un autre genre, c'est pour ça que j'ai parlé de pourrissement, c'est-à-dire que ça va aller lentement, on va avoir une instabilité, probablement une fatigue de la population, et peut-être Oui. qu'il faudra une autre dissolution et une autre élection pour que tout ça se concrétise. Et alors, comment ça va se concrétiser si jamais on arrive à un scénario comme ça, une assemblée plus forte mais opposée au président?
Vous pensez vraiment qu'on peut changer de régime? Alors, Et je est-ce que vous le pense. souhaitez? Alors moi, je le souhaite dans le sens où ça nous mettrait au standard de tous nos voisins. Parce qu'en fait, il n'y a que chez nous qu'on a cette espèce de confusion entre un chef de l'État irresponsable et le chef du gouvernement, qui jusqu'ici devait s'effacer. Parce que dans tous les autres pays, quand le chef du gouvernement véritablement dépend du Parlement. Donc c'est important d'avoir un Parlement puissant dans les démocraties européennes, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et le fait qu'il y ait une coalition, en soi, c'est pas très gênant. Le problème là de la coalition, c'est que pour l'instant, elle n'a pas une légitimité très forte. Ça Mmh. peut changer dans 6 mois, hein. Tout d'un coup, les gens peuvent espérer que cette coalition se fasse sur le modèle de ce qui se fait chez nos voisins. Je pense en Allemagne, par exemple, où, encore une fois, je disais à l'échelle européenne, où c'est habituel d'avoir la gauche et la droite modérée qui gouvernent ensemble, mais dans une coalition, pas sous l'autorité du président, comme c'était le cas avec le grand parti Renaissance et la majorité présidentielle jusque-là. Donc c'est effectivement une évolution qui, à mon sens, est souhaitable, parce que aussi ça apaise le corps social en général, en obligeant, on a beaucoup moins de tensions. Il n'y a pas eu de gilets jaunes chez nos voisins, hein, c'est pas sans raison, c'est Ouais. parce que malgré tout, les gens se sentent toujours plus ou moins écoutés. C'est lié notamment aussi au scrutin proportionnel. Donc c'est une élection qui est souhaitable, mais elle passera à un moment par une crise vraisemblablement dans l'exécutif, entre l'exécutif qui émane du Parlement, c'est-à-dire le gouvernement, et l'exécutif présidentiel. Et il peut y avoir déjà un premier bras de fer là-dessus. Ça, c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent, sur la simple nomination du président, du Premier ministre. Oui. Si jamais il y a une hostilité du Parlement aux candidatures que présente Emmanuel Macron, en soi, ça va déjà être une première crise importante. Oui. En tout cas, intéressant aussi que cette crise de l'exécutif passe par la figure d'Emmanuel Macron, le Tout-Puissant. Mais c'est peut-être justement parce que il a trop tiré sur cette corde-là qu'on y arrive. Merci beaucoup, Philippe Fabry, pour votre analyse. Merci à vous tous, Merci. chers auditeurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver Philippe Fabry sur sa chaîne YouTube, qui est théoricien de l'histoire également, dans ses livres Les impérialistes revanchards, Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres, ou encore Le président absolu, la Ve République contre la démocratie, aux éditions Scripta Manent. Merci beaucoup, Philippe Fabry.